Bienvenue dans le module 4 de notre cours dédié à l'organisation et aux conditions de travail. Tout d'abord, il nous faut rendre compte du contexte contemporain du monde du travail. Changement mutationnel, hyperconcurrence mondiale, culture du résultat et de la performance, intensification du travail, poids des réorganisations, des fusions, des restructurations, lean management, développement du capitalisme financier, poids croissant des technologies instantanées, précarisation de l'emploi. Je te sens stressé là. Dans un premier temps, faisons un arrêt pour faire le point sur les évolutions du monde du travail contemporain. Les recherches s'accordent pour dire qu'un certain nombre de caractéristiques sont aujourd'hui clairement en évolution dans le monde du travail. Tous les éléments ici présents constituent autant de facteurs qui font peser sur le monde du travail et son organisation, et donc certains de ces éléments pourront avoir des conséquences majeures sur les salariés et sur les conditions dans lesquelles ils effectuent leur travail, exercent leur profession. Ainsi, très nettement, l'accès aux technologies de communication et leur mise à disposition auprès des salariés a par exemple entraîné des attentes de disponibilité envers ces derniers, ainsi qu'une accélération des temps de traitement des dossiers. Il nous est devenu aujourd'hui assez intolérable que quelqu'un prenne plusieurs jours pour répondre à notre email par exemple. De même, ont été mises en place de nouvelles formes d'organisation du travail. Ainsi, le lean management, qui vise à supprimer toutes les étapes ou actions qui n'apportent pas de valeur ajoutée au processus productif dans son ensemble. Si incontestablement ce mode d'organisation semble porter ses fruits en termes de productivité, les enquêtes dans les entreprises qui sont passées au lean management tendent à montrer des effets assez désastreux en termes de santé physique et psychologique chez les salariés. Ainsi, pour ceux qui sont sur une chaîne de production, le lean management semble corrélé avec une augmentation des troubles musculo-squelettiques. Ces exemples tendent donc bien à montrer que les mutations observées dans notre environnement ont des effets sur le travail et par voie de conséquence sur les individus eux-mêmes. La France mène depuis plusieurs années de grandes enquêtes auprès des populations de travailleurs. Voyons un peu ces enquêtes et ce qu'elles nous apprennent. Alors, ces grandes enquêtes pour comprendre le monde du travail sont le plus souvent menées par l'INSEE et la DARES, qui signifie la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. La DARES effectue ses études dans le cadre de ses missions au ministère du Travail et de l'Emploi. Alors, l'intérêt de ces enquêtes, c'est de donner une image précise des conditions de travail à l'échelle nationale. Alors, je vais surtout en détailler deux, qui sont l'enquête Summer et l'enquête conditions de travail. Pour le reste, vous pourrez aller trouver les informations dans les références. Alors, les enquêtes Summer, qu'on appelle également les enquêtes surveillance médicale des expositions aux risques professionnels, sont donc réalisées par la DARES et la Direction générale du travail. Alors, elles ont pour but de décrire les contraintes organisationnelles, les expositions professionnelles de type physique, biologique et chimique par exemple, auxquelles les salariés sont exposés. Les principes de base de l'enquête ont été définis en 1981. La première enquête a eu lieu en 1987 et depuis, elle est renouvelée tous les 7 ans. Et la dernière édition date de 2010. L'autre enquête intéressante, ce sont les enquêtes qui portent sur les conditions de travail. Ces enquêtes sont organisées depuis 1978, également tous les 7 ans par la DARES, en collaboration avec l'INSEE également. Le questionnaire va amener les personnes en emploi à décrire leur point de vue sur l'ensemble de leurs conditions de travail, par exemple l'organisation du temps de travail, les rythmes, les contraintes physiques, l'organisation du travail lui-même, l'entraide et les conflits. Ce questionnaire est conduit auprès de 20 000 personnes ayant un emploi et une enquête a eu lieu en 2013. Pour le reste, en tout cas, un certain nombre d'études sont menées à la fois sur la santé et l'itinéraire professionnel, également sur les effets des changements organisationnels et sur l'informatisation, et sur les aspects techniques de l'organisation du travail. Vous pourrez trouver tous ces éléments-là en référence. Alors, pour mener une analyse des conditions de travail, il faut observer le contexte de travail ainsi que le travail lui-même. Alors, nous ne rentrerons pas dans le détail de tous les éléments à observer, mais il s'agit surtout de vous donner des clés pour pouvoir mener l'analyse de votre organisation et de vos conditions de travail. Alors, voici, emprunté au courant de l'activité du travail, un schéma qui reprend une bonne partie des éléments à observer pour comprendre une situation de travail. Alors, détaillons ce schéma ensemble.
au centre l'activité de travail et autour ses différentes composantes. Regardons tout d'abord les objectifs du travail. À l'intérieur de ces objectifs, il s'agit de regarder quelle est la tâche prescrite au salarié, quelles sont les exigences qui lui sont faites en termes de qualité, de quantité ou de délai, quel est le mode opératoire qu'il doit suivre et également quelles sont les caractéristiques du produit ou service qu'on lui demande de produire. Juste à côté, l'environnement et les espaces de travail. Il s'agit là des aspects très concrets, par exemple l'environnement physique, le bruit, l'éclairage, les vibrations que l'on peut rencontrer dans son environnement de travail. Quels sont les espaces de travail, on a beaucoup parlé de l'open space par exemple. Comment on circule dans cet espace de travail? Si vous êtes dans une usine, est-ce qu'il y a des chemins clairement identifiés? Les endroits de stockage et les caractéristiques des bâtiments par exemple. Donc c'est ce qui correspond à l'environnement et espace. Regardons à présent tout ce qui concerne le temps de travail. Là, il s'agit de regarder comment les horaires sont aménagés, quels sont les délais de production, par exemple, qui sont demandés aux salariés, les cadences qui leur sont demandées également, les rythmes de travail, est-ce que vous travaillez de jour, de nuit, d'après-midi, sur des rythmes alternés, par exemple? Est-ce que vous êtes soumis à un emploi dans lequel il y a des urgences et des astreintes? Autre exemple. Donc, tous ces éléments-là correspondent au temps de travail. Ensuite, vous avez les moyens. Quels sont les moyens fournis aux salariés pour faire leur travail? Quels sont par exemple les types de machines, les types de matières premières qu'ils doivent utiliser? Est-ce que ces matières premières sont dangereuses et inoffensives ou est-ce qu'au contraire elles sont à manipuler avec beaucoup de prudence? L'outillage, est-ce un outillage moderne? Y a-t-il des usures, des réglages à faire pour ces outillages? Quels sont les logiciels utilisés et les moyens de communication mis à la disposition des salariés? On peut également regarder l'organisation elle-même. Comment sont réparties les responsabilités? Est-ce que les individus sont autonomes dans la réalisation de leur travail? Comment sont par exemple réparties les tâches au sein d'une équipe? Enfin, les individus au travail, donc un sujet absolument central dans l'analyse de l'activité de travail. Quel âge ont les personnes? Est-ce que nous sommes plutôt en présence d'hommes ou de femmes? Quelles sont les qualifications des salariés en présence? Est-ce que ces salariés suivent des formations? Quels sont leurs degrés d'expérience et leur parcours professionnel? Vous avez là une grille complète qui va vous permettre de poser un diagnostic sur une situation de travail. À ces dimensions, on peut ajouter d'autres éléments d'analyse qui peuvent être observés. Par exemple, la latitude décisionnelle, à savoir dans quelle mesure un salarié peut prendre la décision par rapport à l'exécution d'une tâche dans son travail. Il a été démontré par les études de Karasek, entre autres, qu'une absence de latitude décisionnelle pouvait être en partie une cause de stress professionnel. Donc, à observer avec beaucoup d'attention dans quelle mesure un salarié est autonome dans la prise de décision concernant son travail. L'ambiguïté de rôle, par exemple, va concerner la difficulté que peut avoir un salarié à clairement identifier les rôles qui lui sont dévolus. Par exemple, je ne sais pas si je suis responsable de l'ensemble du process vis-à-vis d'un client, à savoir de la prise de commande jusqu'à la livraison, ou si je suis seulement responsable, par exemple, de la prise de commande et quelqu'un d'autre effectue la livraison et le service après-vente. L'ambiguïté de rôle provient principalement du fait que les rôles ne sont pas clairement expliqués et clairement indiqués aux salariés. Deuxième élément, les conflits de rôle cette fois-ci sont plutôt quand vous avez deux casquettes à assumer et que les exigences de chacun de ces rôles peuvent rentrer en conflit, en contradiction. Par exemple, je suis à la fois responsable d'un projet et à la fois responsable d'une équipe, dans un département par exemple, et mes exigences de projet vont faire que je vais aller à l'encontre d'instructions que j'aurais pu donner vis-à-vis de mon équipe. Il va y avoir des conflits majeurs entre ces rôles et ça va être extrêmement dur pour les salariés de faire le choix des priorités. Ceci va entraîner le dernier élément à retenir, ce qui est la charge mentale, c'est-à-dire comment un individu va être sollicité mentalement par son travail. On parle également de surcharge cognitive quelquefois, à savoir vous avez par exemple beaucoup de dossiers à traiter, vous avez beaucoup d'éléments d'information à gérer, à organiser, à manipuler, et ceci va gérer une surcharge cognitive, et à un moment donné, c'est un petit peu comme un ordinateur qui bug, c'est-à-dire vous avez trop d'informations, et vous prenez le risque que vous n'arrivez plus à un moment donné à assumer le traitement de toutes ces informations.
Après avoir regardé le contenu du travail, nous pouvons maintenant élargir notre champ de vision et regarder quelles sont les composantes de l'organisation du travail. Donc il s'agit, après avoir fait un focus sur l'activité elle-même, regarder comment autour de l'activité, le travail et l'organisation est organisée, entre guillemets, ou en tout cas est composée. Plusieurs éléments sont à observer. Tout d'abord, la circulation de l'information. Comment, dans une entreprise, circulent les informations? Est-ce toujours du haut vers le bas? Est-ce qu'au contraire, il y a des boucles qui permettent de faire remonter la communication des salariés vers la direction? En tout cas, la circulation de l'information est un élément à observer dans un processus de diagnostic organisationnel. Autre élément, les relations interpersonnelles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par relations interpersonnelles? Par exemple, tout ce qui a trait au soutien social des collègues. On va regarder dans quelle mesure il existe des relations de solidarité, de soutien entre les salariés, entre les collègues et comment ils s'aident. Est-ce que ça va être du soutien instrumental, c'est-à-dire est-ce qu'on va s'entraider concrètement, je vais aider l'autre à faire son travail, ou est-ce que c'est seulement par exemple un soutien affectif, c'est-à-dire l'autre m'écoute quand j'ai des problèmes. Deuxième type de relation interpersonnelle important à observer, le soutien social du supérieur. Dans quelle mesure je peux obtenir le soutien de mon N+1? Si j'ai un problème, est-ce que je peux aller le voir? Est-ce que je peux en parler avec lui? Ces deux éléments, les collègues et le supérieur, constituent finalement ce qui relève des relations interpersonnelles dans une entreprise. Troisième élément, la culture organisationnelle. Dans quel type de culture est l'organisation? Est-ce qu'on est dans une culture très individualiste, où c'est un petit peu chacun pour soi? Est-ce qu'au contraire, on est dans une culture de l'échange, où les individus travaillent en équipe, aiment collaborer? Est-ce qu'on est dans des environnements avec une culture familiale très forte, où il y a un lien très affectif avec l'organisation parce que votre père, votre grand-père y travaillait? En tout cas, caractériser la culture organisationnelle va donner des éléments pour comprendre l'organisation et comprendre le monde du travail qui sévit dans cette entreprise-là. Quatrième élément, l'interface travail-vie privée. Alors c'est un sujet extrêmement répandu et dont on parle beaucoup dans les médias. Dans quelle mesure les salariés peuvent concilier leur vie professionnelle et leur vie privée? Quelles sont les difficultés auxquelles ils font face pour organiser toutes leurs obligations? Est-ce que la sphère professionnelle va empiéter sur la sphère familiale? On peut penser par exemple à certains cadres qui ont une certaine obligation d'être connectés sans arrêt, soit via par le téléphone, soit via par l'Internet, et qui donc vont répondre à leur courriel professionnel durant leur week-end ou leur soirée, mais c'est ce qui est attendu d'eux. Donc il y a un empiètement de la sphère du travail sur la sphère familiale. Un sujet extrêmement important qui aujourd'hui a une présence accrue dans les entreprises et auquel les chefs d'entreprise ont beaucoup de réponses à apporter auprès des salariés. Enfin, dernier point, tout ce qui relève de la reconnaissance au travail, dont on sait qu'elle est un élément de stimulation et de mobilisation important des salariés. C'est-à-dire dans quelle mesure l'entreprise reconnaît le travail, la qualité du travail qui est fait par ses salariés. Ça va prendre plusieurs aspects. Ça peut être effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le supérieur immédiat qui va féliciter ses collaborateurs, mais ça va peut-être aussi prendre des aspects plus institutionnels, à savoir quelles sont les politiques de gestion des ressources humaines qui sont mises en place dans cette entreprise-là et qui, par leur biais, vont reconnaître et féliciter et récompenser le travail des salariés. Par exemple, comment est organisé le développement professionnel, les promotions au sein de cette entreprise. Quelle est la gestion des carrières? Est-ce qu'on vous permet de bouger, d'évoluer, de changer de direction, de changer de poste et donc d'avoir de nouveaux défis professionnels? Quelles sont également les politiques de rémunération? Est-ce qu'il y a un critère d'équité? Est-ce qu'on est correctement payé? Est-ce qu'on a le sentiment d'être justement rémunéré pour son travail? La justice est un élément clé dans le processus de reconnaissance. Quelles sont également les modalités d'évaluation? Sur quels critères on évalue votre travail? Est-ce qu'on évalue uniquement les résultats obtenus? Est-ce qu'on évalue l'effort fourni? Comment ces évaluations sont-elles organisées? Est-ce qu'elles sont régulières? Est-ce qu'il y a des processus d'accompagnement si vous n'accomplissez pas vos résultats?
Et enfin, dernier élément qui n'est pas toujours évident en ces temps tourmentés de crise, la sécurité d'emploi. Est-ce qu'il y a une précarité dans l'entreprise dans laquelle on est, ou est-ce qu'au contraire, les individus sont dans un environnement où ils savent qu'ils n'ont pas trop de crainte par rapport à une perte d'emploi ou un changement de statut? Tous ces éléments-là contribuent à la reconnaissance du travail. Quand vous prenez toutes ces composantes, vous avez là une grille de lecture de l'organisation qui va vous permettre de conduire un diagnostic organisationnel. Analyser le travail et ses conditions est essentiel pour pouvoir poser un diagnostic. On peut par exemple observer les déplacements, les postures, les gestes, ou encore les modes de communication. Idem avec l'absentéisme. Maintenant, pour finir ce module, je voudrais vous donner quelques recommandations en termes de méthodes pour conduire des analyses organisationnelles dans vos environnements de travail. Il s'agit, une fois que l'on sait quoi regarder, de savoir comment le faire. Alors, je vous donne ici quelques indications. Il faut bien garder à l'esprit qu'il existe plusieurs courants disciplinaires qui tous proposent des méthodes et des approches différentes, mais souvent complémentaires. Les premiers pas dans une démarche d'analyse consistent toujours à collecter des informations. Et ces informations peuvent avoir plusieurs sources, soit venir d'indicateurs officiels de l'entreprise, par exemple le taux d'absentéisme, le taux de roulement du personnel, le nombre de personnes en arrêt maladie. Vous pouvez également demander un certain nombre de chiffres à votre service RH ou regarder le bilan social. Il s'agit surtout, par exemple, de regarder les indicateurs qui existent dans les documents officiels de l'entreprise. Vous pouvez également mener des entretiens avec différentes personnes dans votre entreprise, les managers, mais également les salariés sur le terrain, également les personnes des services support. Dernier point, vous pouvez aussi mener des observations sur le terrain. C'est toujours extrêmement intéressant de regarder comment les gens travaillent, comment ils se déplacent sur leur lieu de travail, quelle posture, quels gestes ils posent pour effectuer leur travail, comment ils communiquent entre eux. Tous ces éléments-là, vous les observez sur le terrain et vont vous constituer une base d'informations que vous pourrez analyser. Et voici le quiz numéro 4. Maintenant, vous devriez maîtriser les principales connaissances dans le domaine de la santé au travail.